1 500 000, c'est le nombre de nuitées par jour qui sont réservées sur une des plateformes appartenant à Booking Holdings. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente 10 fois ce qu'il est possible de réserver en termes d'hôtels à Paris chaque jour. Dans cette vidéo, nous allons donc nous plonger dans l'univers de Booking Holdings afin de savoir si c'est une entreprise intéressante dans laquelle investir, si ce géant mondial va continuer de rester aussi gros et surtout, est-ce qu'il a la possibilité de continuer de grossir pour nous apporter une surperformance par rapport au marché. À propos de cette entreprise, le prix actuel est aux alentours de 4 500 $. L'entreprise a fait plus de 35% sur un an. Depuis septembre 2023, la Commission européenne a bloqué une des dernières acquisitions que le groupe voulait faire via le groupe Etraveli. C'était une acquisition prévue pour 1,6 milliard $. On a eu une belle croissance de 56% entre août 2024 et décembre 2024. Il y a des rachats d'actions massifs, ce qui est excellent pour les actionnaires. Un PDG qui veut se concentrer sur l'IA pour réduire les coûts. D'ailleurs, petit spoiler, ils auraient prévu à peu près de réduire en 2025 les coûts d'environ 400 millions €, ce qui est excellent. Et la capitalisation boursière est aux alentours de 150 milliards $. Donc dans cette vidéo, on va parler bien sûr de l'entreprise pour tout comprendre sur Booking Holdings. On va voir les chiffres, le mode, est-ce qu'il y en a un, à quel point est-il puissant, ainsi que la valeur, à quel prix ce serait intéressant d'investir dans cette société. Par rapport au S&P 500 au cours des 5 dernières années, on a eu une surperformance, 141% pour Booking, 94% de gains pour le S&P, donc l'ETF. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est que c'est qu'uniquement à partir de mi-2023, deuxième partie de 2023, qu'on a eu une surperformance qui est arrivée et ça a complètement explosé à partir de la deuxième partie de l'année 2024. Sinon avant, c'était moins bien. Pour ce qui est de l'histoire derrière Booking, en 1997, nous avons une introduction en bourse à 16 $ par action de la société qui s'appelait alors Priceline. Entre 2002 et 2005, ils ont fait l'acquisition de Booking.com pour 133 millions $. C'est ridicule. Encore aujourd'hui, c'est considéré comme une des meilleures acquisitions de l'histoire faite par une entreprise à ce prix-là et voir là, comment ça a grossi, c'est financièrement exceptionnel. En 2018, ils vont changer de marque, ils vont passer de Priceline à Booking Holdings. L'objectif est de mieux représenter l'écosystème mondial du voyage parce qu'ils possèdent plusieurs marques comme Agoda, Kayak, OpenTable, Priceline. Vous pouvez les voir rentalcar.com pour les voitures. Vous avez absolument tout sur la petite photo ici. Alors comment est-ce que l'entreprise gagne de l'argent? Il y a 3 piliers, Merchant, Agency et Advertising. Advertising, c'est les publicités. Pour ce qui est du Merchant, c'est assez simple. C'est les clients, le client final B2C va réserver sa réservation sur Booking.com par exemple ou Rentalcar, peu importe. Il réserve, il paye à Booking et ensuite Booking envoie l'argent à l'hôtel, à l'agence de location, peu importe, en prenant sa commission de 15%. Okay, donc là, ils ont un contrôle total sur les flux d'argent, ce qui est excellent, et c'est devenu leur principale source de revenus en 2023. Okay, aujourd'hui, ça représente un peu plus de 50% de leurs revenus. Ensuite, on a la partie agence. Donc là, c'est l'inverse, entre guillemets. C'est les clients vont réserver depuis la plateforme Booking, mais ils vont payer une fois qu'ils sont à l'hôtel ou une fois qu'ils vont avoir la prestation. Ils vont payer au fournisseur de la prestation. Booking n'est qu'un intermédiaire. Et ensuite, l'hôtel va s'occuper d'envoyer la commission à Booking. Alors, c'est bien en soi parce que c'est des commissions qui sont touchées, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun contrôle direct sur les fonds et c'est toujours mieux en business d'avoir le contrôle sur l'argent parce que celui qui a le pouvoir, c'est celui qui détient l'argent et c'est quelque chose de très important à comprendre là-dessus. Et la troisième source de revenus, c'est la publicité, donc les restaurants, les hôtels et les autres entreprises qui vont payer Booking, les plateformes dans Booking Holdings, pour mettre en avant leur hôtel, leur site de réservation, peu importe, mais pour se mettre en avant. En général, c'est un hôtel qui va payer pour être en haut des recherches dans Booking, un peu comme on peut avoir avec Amazon, etc. Alors, qui sont les clients? On va avoir premièrement des B2B, donc c'est les entreprises qui souhaitent être présentes sur les plateformes de Booking Holdings. Donc là, ça peut être pour des hôtels, pour des services de transport, des restaurants, des activités. Et ensuite, on va voir la partie B2C, c'est les personnes qui souhaitent réserver une nuit d'hôtel ou un appartement, louer une voiture, réserver un vol. Donc là, c'est
les personnes comme vous et moi, en fonction du comportement des consommateurs, du pouvoir d'achat et de la confiance dans les plateformes de Booking Holdings. Donc ça, c'est important à comprendre, c'est que ça va varier vraiment. La partie B2C varie beaucoup en fonction des habitudes des consommateurs. Il faut aussi comprendre que Booking, ils font beaucoup de publicité, non pas pour attirer uniquement des clients B2C, pour attirer des gens qui vont passer les nuits dans les hôtels, mais également pour attirer des nouveaux hôtels, pour en fait créer une sorte d'effet de réseau. Parce que plus il y aura de clients qui utiliseront Booking, plus les hôtels voudront être présents, plus il y aura d'hôtels, plus il y aura de choix pour les clients, donc plus il y aura de clients. Donc c'est un super effet de réseau. Alors les ventes par pays, on va avoir 79% en Europe et vous allez voir que on pourrait se dire que ce n'est pas vraiment une bonne chose, mais ça commence à être une bonne chose que ce soit 79% en Europe et c'est ce qui fait la principale différence avec Expedia et qui fait qu'ils sont en avance par rapport à Expedia. 11% aux États-Unis et 10% dans le reste du monde. Alors les ventes par produit, par type de service, donc le service merchant, donc le client réserve via Booking, Booking conserve l'argent et ensuite conserve sa commission et envoie l'argent à l'hôtel, c'est 51% des revenus. La partie agence, c'est 44% des revenus, donc là c'est la partie où on réserve via Booking mais on paye directement à l'hôtel et l'hôtel s'occupe d'envoyer la commission à Booking. Et ensuite on a la partie publicité qui elle représente 5%. Le marché. Donc le marché, il est dominé, on va dire, par Booking, mais on a d'autres acteurs comme les différentes chaînes d'hôtels, Marriott, Hilton, etc. On a également Airbnb qui devient un concurrent pour Booking, enfin ou du moins où Booking vient concurrencer Airbnb. On va également avoir les hôtels indépendants, on va avoir Google Travel, etc. Donc le marché de la réservation en ligne, il a prévu de grossir d'entre 8 et 12% par an jusqu'en 2030. Donc c'est un marché qui est en croissance. Les voyages internationaux, eux, la croissance devrait être d'environ 5,3% par an jusqu'en 2031. Donc c'est également un marché qui est en croissance. Pour ce qui est des concurrents, on va avoir Airbnb qui lui est le leader de l'hébergement alternatif. Là, pour le coup, Airbnb sont en avance par rapport à Booking. C'est d'ailleurs un des problèmes que rencontre Booking. Ils ont beaucoup de mal à entrer dans ce secteur des logements alternatifs. Ensuite, on va avoir le groupe Expedia qui, lui, connaît des difficultés pour s'internationaliser. Parce qu'ils sont majoritairement, il me semble, aux États-Unis. Et le problème aux États-Unis, c'est que le marché est vraiment dominé par tout ce qu'on va voir ensuite. Donc par les chaînes d'hôtels, César, Marriott, Hilton, Intercontinental, etc. Ils dominent le marché parce c'est très compliqué pour eux d'avoir des meilleurs prix. Et surtout, c'est compliqué d'aller les voir, leur dire, écoute, mets ton hôtel chez Booking ou chez Expedia. En plus de ça, tu vas prendre 15% de frais dans la gueule. Et tu ne peux pas proposer des tarifs, ce sera compliqué. Alors que sur leur site, ils proposent des tarifs, ils prennent 100%, donc ils préfèrent réduire les prix de 15% pour avoir un meilleur prix que chez Booking, plutôt que de passer chez Booking. On va avoir également Google Travel, qui devient une menace de plus en plus grande. Booking doit les payer pour ne pas perdre du trafic, parce qu'en fait, avec Google Travel, tu vois directement les hôtels dans la ville, etc., dans leur moteur de recherche, qui sont les plus intéressants. Tu peux voir les prix et tout. Et surtout, ça fait une comparaison de tous les sites de réservation. Et donc Booking, à chaque fois que tu seras sur Google Travel, tu peux regarder, tu auras Booking sponsorisé pour avoir le truc. Et ce n'est pas forcément l'endroit où il y a les meilleurs prix. J'ai commencé à regarder un petit peu, à utiliser Google Travel. C'est vrai que parfois, tu as des bien meilleurs prix ailleurs. Alors techniquement, Booking te rembourse la différence si tu trouves moins cher ailleurs, mais c'est quand même quelque chose à souligner. Et ensuite, on va voir les chaînes hôtelières, Marriott, Hilton, qui ont à peu près 30% du marché. Elles font des concurrences avec des prix souvent plus attractifs et c'est surtout très efficace aux États-Unis. En Europe ou en Asie, c'est pour ça que c'est bien que les revenus de Booking soient en Europe, c'est ce qui fait qu'ils soient aussi gros, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hôtels indépendants. Environ 70% des hôtels en Europe sont indépendants alors qu'aux États-Unis, la grande majorité des hôtels ne le sont pas indépendants. Ensuite, on va avoir également Trip.com. Alors, il semble qu'eux, ils aient une bonne position en Asie et dans les voyages, dans la partie plutôt business. Donc, c'est un concurrent également. Mais aujourd'hui, Booking est le leader. Là, on peut voir un petit peu la différence des gross booking, donc c'est des nuitées réservées, des réservations faites via les plateformes Booking. On peut voir qu'on a eu une expansion énorme suite au Covid. Donc avant le Covid, on avait Expedia qui était devant. Après le Covid, Expedia a du mal à s'en remettre, là où Booking a totalement explosé et a totalement passé un cap. Pour l'équipe de direction, on va avoir le PDG Glenn Fogel, qui est PDG depuis 2017. Il a rejoint l'entreprise en 2000, donc au tout début. Il était banquier d'investissement spécialisé dans le voyage. Et ça, c'est important à noter. Ensuite, on a Ewood Steenbergen.
qui est directeur financier depuis 2024. C'était l'ancien directeur financier de S&P Global. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a deux banquiers à la tête de cette entreprise, deux banquiers qui gèrent tout ça. Ce n'est pas pour rien que cette entreprise a fait potentiellement une des meilleures acquisitions dans l'histoire des acquisitions avec Booking.com. Okay, c'est pas pour rien qu'ils redistribuent autant aux actionnaires, c'est parce que c'est des gens de la finance qui dirigent l'entreprise. C'est-à-dire, c'est pas des gens du voyage, c'est pas des ingénieurs ou on ne sait quoi, non, c'est des putains de financiers. Ensuite, on a Peter Milones Jr. Alors lui, j'ai pas trouvé de photo, enfin, ou du moins, j'étais pas sûr que c'était lui sur les photos, donc j'ai préféré rien mettre, qui est le vice-président exécutif. Lui, il s'occupe surtout des aspects juridiques depuis 2003, donc les aspects juridiques pour bien ficeler les acquisitions, etc. Donc, on a une très belle équipe. Pour ce qui est de l'actionnariat, rien d'intéressant ici que des institutionnels, donc on s'en fout un peu. Pour ce qui est des chiffres, on va avoir une belle croissance, une note de croissance d'environ 85%, ce qui est pas mal. On a un chiffre d'affaires sur les 10 dernières années qui a grossi de 11% par an, les 5 dernières années de quasiment 10% par an, et là, le dernier chiffre d'affaires a grossi d'à peu près 8%. Ensuite, les bénéfices par action, pareil, sur les 10 dernières années, environ 12-13% par an de croissance. 12% pour les 5 dernières années et 24% pour un des derniers. Pour ce qui est du free cash flow, 12% par an, 11% par an et ensuite 21% pour le dernier. Un score de prédictabilité assez faible, 2,5. Donc c'est au milieu, ce qui pourrait être mieux. Là où on peut commencer à avoir des doutes éventuellement, c'est sur la croissance future. Alors le chiffre d'affaires, lui, toujours prévu entre 8 et 9% par an. Les bénéfices par action aux alentours de 16% par an, ce qui est très bien pour les 2-3 prochaines années. Et pour le free cash flow, autour de 8% par an. Alors le free cash flow, ce serait plutôt une année autour de 8% par an et ensuite une croissance un peu plus élevée. Pour ce qui est de la rentabilité de l'entreprise, on a des marges qui sont très bonnes, okay, 36% il y a 10 ans, 35% maintenant, 28% maintenant. Alors elles sont très bonnes, mais c'est en décroissance. Le fait que ce soit en décroissance, c'est pas super. Ça voudrait dire que soit ils perdent leur avantage compétitif, que la compétition devient de plus en plus grande. Et ça, je peux l'attester depuis que je commence à utiliser un petit peu Google Travel, etc. Effectivement, on se rend compte qu'il y a une grosse compétition pour ces domaines. Alors Booking reste largement devant, mais il y a quand même de la compétition. Pour ce qui est du ROIC, donc retour sur les capitaux investis, lui par contre, il est en croissance. Depuis les 10 dernières années, on était à 25% il y a à peu près 10 ans, aujourd'hui on est à 35%. Pour rappel, marge opérationnelle, on voudrait que ce soit supérieur à 15%, ROIC supérieur à 15%. Donc pour les deux, on est x2, donc c'est excellent. Pour le ROI, il est plus ou moins stable, donc les retours sur les actifs autour de 15%, ce qui nous donne une excellente note de rentabilité à 92%. Pour ce qui est de la dette, on a une note de 70% pour deux raisons. Alors, on n'a pas de dette par rapport à l'EBITDA, c'est très faible, ça c'est très bien, donc l'entreprise ne devrait pas faire faillite, mais par rapport aux capitaux propres, on est un peu élevé à 120%, on voudrait que ce soit idéalement en dessous de 70%. Là, on est à 120%, donc l'entreprise est très bien gérée, donc ce n'est pas vraiment problématique, mais c'est quand même quelque chose à noter. Ensuite, on a une couverture des intérêts, donc c'est les bénéfices opérationnels, combien de fois est-ce qu'ils peuvent payer les intérêts. Et bien là, on est entre 6 et 8 fois, ce qui est un peu faible. On aimerait bien que ce soit supérieur à 8, voire supérieur à 10. Donc c'est un peu faible, mais ce n'est pas non plus un red flag. On n'est pas sur quelque chose qui est absolument mauvais. On est sur quelque chose ça pourrait être mieux, mais ça reste convenable. Pour ce qui est de l'allocation des capitaux, on a le nombre d'actions en circulation qui diminue de 5,5% par an en moyenne depuis 5 ans. La dernière baisse était à peu près de 4,7%. On a des capex relativement faibles, inférieurs à 7%. Donc 7% il y a 5 ans, maintenant 5%. Donc très peu de dépenses en capex, excellent. Et les compensations salariales en actions inférieures à 10%, ce qui est bien. Alors c'est une boîte tech, donc ils peuvent souvent aller très haut là-dessus, mais là pour le coup, on n'en a pas énormément, donc ça c'est très bien. Pour ce qui est du dividende, alors ils ont commencé à en verser, donc la note, on ne va pas trop la prendre en compte parce qu'elle est trop récente, mais ils estiment, enfin moi aussi j'estime qu'ils devraient augmenter d'environ 15% par an. Ils devraient augmenter plus ou moins assez rapidement et à la même vitesse que les bénéfices par action, étant donné qu'ils sont assez focus pour redistribuer aux actionnaires et surtout qu'ils font beaucoup de rachats d'actions. Personnellement, je préférerais qu'ils fassent plus de rachats d'actions que de dividendes, mais il y a un dividende également. Donc on a un score de qualité totale d'environ 78%, ce qui est très bien, ce qui est excellent. Tout ce qui est au-dessus de 70%, en règle générale, c'est excellent.
Pour les points forts de l'entreprise, on a un leadership sur le marché et la notoriété de marque. Okay. Aujourd'hui, Booking, ce n'est pas que Booking.com, okay, c'est Agoda, Priceline, Kayak, OpenTable, Rentalscar. Ce portefeuille solide, ça lui confère un avantage concurrentiel et surtout, ce sont des marques qui sont fortes. Quand on commence, moi je le vois, la premier réflexe quand je veux réserver un hôtel, c'est que je vais sur Booking. C'est-à-dire, je ne vais pas sur Google Travel, je ne vais pas taper le nom de l'hôtel, je ne vais pas taper hôtel de telle ville sur Google, non. Je vais sur Booking, je mets le nom de la ville et je recherche. Je ne vais pas sur Airbnb parce que souvent, moi, je préfère avoir un hôtel qu'un appartement. Mais c'est quelque chose qui est important. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas, surtout que je reçois régulièrement des emails de Booking me disant bah, tiens, 10% par-ci, 10% par-là. Avec Genius 3, j'ai des avantages, etc. de temps en temps. Donc, il y a souvent, c'est ça qui est pas mal. Maintenant, c'est vrai que la concurrence se fait de plus en plus rude, mais la notoriété Booking, le service client qui est disponible, etc., ça en fait une excellente entreprise et c'est pour ça qu'ils ont ce leadership sur le marché. Ils ont également une dominance dans le voyage en ligne. Okay. C'est l'une des plus grandes agences de voyage en ligne au monde avec un trafic important, des relations hôtelières directes, un vaste inventaire d'hébergement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si tu veux concurrencer Booking demain, va falloir que tous les hôtels acceptent d'être sur ta plateforme. Et pour qu'ils acceptent, tu as plutôt intérêt à avoir beaucoup de trafic ou alors de bien les connaître. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Ils ont également une présence mondiale, présents dans plus de 120 pays. Ils bénéficient d'une vaste portée mondiale, réduisant ainsi sa dépendance à un marché unique et lui permettant de capter la demande dans différentes régions. Solide performance boursière, financière et rentabilité. Okay, l'entreprise a une historique de forte croissance des revenus, des marges bénéficiaires élevées, un flux de trésorerie disponible robuste qui lui confère une stabilité financière et une capacité d'investissement sans précédent. Ils sont bien dans l'innovation technologique avec l'IA. Okay. L'entreprise investit massivement dans l'IA, l'apprentissage automatique et l'analyse de données pour optimiser la recherche, la personnalisation et la tarification, améliorant ainsi l'expérience client et les taux de conversion et potentiellement aussi les marges. Parce qu'avec les agents IA et tout ce qu'ils mettent en place, c'est potentiellement moins de personnes à embaucher, c'est potentiellement des coûts réduits et ils prévoient pour 2025 de réduire leurs coûts de 400 millions de dollars. Donc on va voir à la fin de l'année s'ils ont réussi, mais c'est quand même ce qu'ils prévoient. Pour ce qui est des faiblesses, ils ont une grosse dépendance à Google et au trafic payant. Okay. Booking s'appuie fortement sur Google Ads et d'autres canaux de marketing payants pour générer du trafic, ce qui les rend vulnérables aux changements dans les algorithmes de recherche et aux augmentations de prix des annonceurs, également pour tout ce qui est SEO, etc. Ça peut poser problème. Ils ont également une forte concurrence et une sensibilité au prix. Le secteur du voyage en ligne est très concurrentiel avec des concurrents comme Expedia, Airbnb, Trip.com et les grandes chaînes d'hôtels américaines. Les réservations directes d'hôtels qui entraînent des guerres de prix et réduisent les marges parce qu'il faut savoir que quand tu réserves un hôtel, si tu vois facilement que tu as meilleur ailleurs, en termes de prix pour le même hôtel, la même chambre, souvent tu vas prendre le moins cher. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait qu'il y a cette grosse guerre de prix, c'est un petit peu embêtant. Maintenant, l'avantage dans tout ça chez Booking, c'est que guerre de prix ou pas guerre de prix, Booking, eux, ils prennent juste une commission sur les réservations. Donc, ils ne sont pas impactés, disons, directement parce que les chambres, il va devoir les payer moins cher. Alors oui, leur commission sera plus petite, mais ils payent c'est une commission. Donc, ça ne réduit pas vraiment les marges directement comme une chambre, par exemple, que tu loues 100 € la nuit ou que tu loues à 80 € la nuit, ta marge n'est pas du tout la même. Pour Booking, étant donné que s'ils peuvent réduire beaucoup leurs coûts, ils peuvent se permettre d'avoir un peu moins de marge parce que déjà, une fois que la plateforme tourne, il y a beaucoup moins de coûts qui sont liés. Ils n'ont pas à gérer le ménage, ils n'ont pas à gérer le checking, ils n'ont pas toutes les problématiques que peuvent avoir les hôtels. Ensuite, présence limitée dans l'hébergement alternatif. Donc les hébergements alternatifs, c'est Airbnb. Okay. Bien que Booking se soit étendu à la location de vacances, il est toujours à la traîne par rapport à Airbnb en termes de part de marché, ce qui limite sa capacité à capturer ce segment qui est en pleine croissance. Ensuite, on a les risques réglementaires et juridiques, ça on l'a pour toutes les entreprises honnêtement. Elle fait face à l'objet d'une surveillance croissante de la part des régulateurs concernant des pratiques anticoncurrentielles, les taxes et les lois sur la protection des consommateurs, ce qui pourrait entraîner des amendes ou des restrictions opérationnelles. Et ensuite, une grosse dépendance au marché européen, 79% des revenus viennent d'Europe, okay, ce qui rend vulnérable au ralentissement économique, aux restrictions de voyage ou au changement de réglementation de l'UE. Si une guerre éclate en Europe, au-delà de l'Ukraine, mais plus dans l'Europe, ça pourrait être problématique. On a également des crises qui arrivent en Europe, le pouvoir d'achat qui diminue beaucoup des Européens, donc potentiellement moins de réservations d'hôtels. Alors, on a une belle croissance dans l'Europe
centrale, Europe de l'Est, donc Pologne, Bulgarie, Lettonie, Estonie, tout ça. Donc on a de la belle croissance qui arrive là-bas, mais est-ce qu'il y a assez de personnes? Est-ce que c'est suffisant pour combler, on va dire, la baisse qu'on peut avoir dans l'Europe occidentale, l'Europe de l'Ouest? Ça, on le verra à l'avenir. Pour ce qui est des opportunités, on a la croissance dans les marchés émergents, une expansion plus poussée en Asie, en Amérique latine et en Afrique pourrait stimuler la croissance des revenus à long terme à mesure que la pénétration d'Internet et les revenus disponibles augmentent dans ces régions. Ensuite, on a une expansion des hébergements alternatifs, investir davantage dans les locations de vacances, les séjours chez l'habitant et les expériences d'hébergement uniques pourrait permettre à Booking de mieux concurrencer Airbnb, de capitaliser sur l'évolution des préférences des voyageurs. Ensuite, on va avoir des réservations directes et les programmes de fidélité. Ça va renforcer des initiatives de réservation directe et l'amélioration des programmes de fidélité pourrait réduire la dépendance à Google Ads et améliorer la fidélisation des clients. C'est ce que je disais ici. Moi, personnellement, je ne vais pas sur Google pour rechercher mon hôtel, je vais directement sur Booking. J'ouvre l'application, je vais sur l'ordinateur, je tape Booking et je vais sur Booking. C'est-à-dire que je ne sais pas d'abord trouver un hôtel et ensuite je me retrouve à le réserver sur Booking. C'est je vais chez Booking pour le réserver parce que j'ai de temps en temps des avantages, etc. Donc, ça crée des habitudes chez les consommateurs et les habitudes, c'est excellent pour l'entreprise. On a également des améliorations de l'IA et de la personnalisation. L'exploitation des recommandations basées sur l'IA, des chatbots et la tarification dynamique pourrait améliorer l'expérience utilisateur, augmenter les conversions et maximiser la rentabilité. Et ensuite, l'intégration des services financiers, c'est quelque chose qui peut aussi être fait étant donné que Booking a cet argent quand la réservation est faite. Si par exemple une personne réserve pour son hôtel en janvier pour les vacances d'été, et que c'est à Booking qu'elle a payé, eh bien, il y a jusqu'à les vacances d'été avant que Booking n'ait à reverser la commission à l'hôtel. Donc, l'argent à l'hôtel, il conserve sa commission. Donc, il conserve cet argent. Et donc, avoir des services financiers, c'est quelque chose qui pourrait être pas mal. Donc, il existe un potentiel d'expansion dans les services financiers liés au voyage, notamment les assurances, les solutions de paiement et les produits de crédit spécifiques au voyage. Donc, ça, c'est quelque chose aussi à noter qui pourrait être intéressant et rapporter plus d'argent à Booking. Et également le marché des voyages d'affaires et d'entreprise. L'expansion de Booking.com pour les entreprises et le ciblage des voyages d'affaires pourrait fournir une source de revenus stable, réduisant ainsi la dépendance aux voyages d'agrément. On a beaucoup plus de voyages d'affaires qui sont faits. Les voyages d'affaires sont beaucoup moins cycliques, entre guillemets, que le tourisme. Pour ce qui est des menaces, on a les ralentissements macroéconomiques et risques de récession. Les ralentissements économiques, l'inflation et les taux d'intérêt plus élevés pourraient réduire la demande de voyage qui aura un impact direct sur les revenus de Booking. C'est la principale menace du secteur, c'est que c'est un secteur cyclique et que ça dépend de si les gens peuvent voyager ou pas. On a également la concurrence croissante de Airbnb et de la réservation en direct. Les hôtels et les compagnies aériennes privilégient les stratégies de réservation directe, tandis qu'Airbnb domine les hébergements alternatifs, ce qui exerce une pression sur les parts de marché que Booking pourrait avoir. On a les risques géopolitiques et sanitaires, on en a parlé, guerre, pandémie, restrictions de voyage. Ça peut perturber le tourisme mondial et réduire les réservations dans certaines zones ou même partout dans le monde, comme on l'a eu en 2020. On a également des défis réglementaires et des batailles juridiques. Les enquêtes antitrust, les nouvelles réglementations du secteur du voyage et les politiques fiscales dans différents pays pourraient entraîner une augmentation des coûts et des restrictions opérationnelles. Et encore, on peut avoir des risques liés à la cybersécurité, étant donné que c'est une plateforme en ligne, et à la confidentialité des données. En tant que plateforme en ligne gérant d'énormes quantités de données clients, Booking pourrait être cible privilégiée pour les cyberattaques, les violations de données et les poursuites en matière de confidentialité, ce qui pourrait nuire à sa réputation et à sa confiance. Pour ce qui est du moat, pour le moment, la note de Morningstar est un moat étroit avec une tendance positive. Donc il y a 3 niveaux de note, il n'y a pas de moat, la note moat, narrow moat, donc moat étroit, et la note moat large. Et ensuite, on a le niveau de tendance, donc la tendance neutre ou la tendance positive ou négative, et là ils sont en tendance positive. Donc c'est-à-dire que potentiellement, si ça continue comme ça, il pourrait passer en moat large. Ce qui vient aussi souligner le moat, c'est le ROIC qui est élevé, il est déjà passé de 25 à 35%, ce qui est énorme, c'est-à-dire que l'allocation des capitaux est très bonne. On a une barrière à l'entrée élevée, difficile de construire le réseau d'hôtels, de location, de restaurants qu'ils construisent au fil du temps, et en plus de ça, avec ce qu'on va voir après, l'effet de réseau, ça vient bloquer les nouveaux entrants parce que les nouveaux entrants ont vraiment besoin d'avoir quelque chose en plus pour que les clients changent leurs habitudes de passer de chez Booking pour aller ailleurs. On a une marque forte, grâce à un support client disponible, un programme de fidélité et des services étendus.
On a également un très bel effet de réseau, comme on disait, plus d'utilisateurs amènent plus d'entreprises qui amènent plus d'utilisateurs et ce qui bloque aussi l'entrée des nouveaux arrivants. Et ensuite, on a une entreprise qui est quand même globalement facile à gérer, même s'il change de direction, l'entreprise, ça reste assez facile à gérer. C'est des plateformes de réservation en ligne. Tant que les plateformes marchent, c'est que du marketing, faire fonctionner les plateformes, ajouter des features et bien gérer les capitaux qui passent par l'entreprise pour améliorer les marges et la rentabilité. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué à gérer. Pour ce qui est de la valeur, à quel prix c'est intéressant? Alors actuellement, le prix est autour de 4 500 $. Le price to free cash flow, donc sur free cash flow moyen des 10 dernières années, est aux alentours de 18-19. Le price to free cash flow actuel est à 19. Le price to free cash flow forward, donc avec les bénéfices prévus pour dans un an, est à 18. La croissance du chiffre d'affaires est aux alentours de 8-9% par an pour les 2-3 prochaines années. La croissance prévue des bénéfices par action est de 16% par an. Donc on va aller ensemble sur mon algorithme pour calculer à quel prix ça pourrait être intéressant d'acheter. Donc, on va mettre l'hypothèse de base déjà pour essayer de voir quelle croissance il nous faut pour faire 10% par an. Donc, on a un prix à 4500. Le price to free cash flow, là ça c'est le dernier free cash flow, donc c'est les 3 derniers mois plus, le 3 derniers trimestres plus le trimestre qui va arriver, donc la prédiction du prochain trimestre. En général, ces prédictions sont assez fiables, donc ça nous donne 6 milliards. On va avoir le PER futur, donc dans 5 ans, on estime que le price to free cash flow sera à 19. Okay, on l'a vu, c'est la moyenne des 10 dernières années. Okay, donc on va le mettre à 19. On ne va pas prendre de risque, se dire que même s'il y a une belle croissance, ça va être plus haut, que ce sera mieux valorisé. On va garder 19. Pourquoi également je pense que ce ne sera pas forcément mieux valorisé? C'est que même avec des bons résultats, le problème de Booking, c'est que c'est un secteur qui est cyclique et les gens savent à quel point le secteur est cyclique. Il n'y a qu'à voir par exemple les compagnies aériennes, il y a très peu de compagnies aériennes qui performent correctement en bourse parce que le secteur est cyclique et aussi c'est un secteur qui fait peur. Le secteur du voyage fait peur. Un signe noir peut arriver et changer tellement de choses très rapidement que c'est pour ça que souvent on a des valorisations un peu plus faibles. Donc on va le laisser à 19, on ne va pas se dire qu'on va avoir une expansion du ratio de valorisation. Pour faire du 10% par an, okay, il nous faudrait donc une croissance de, c'est ça. Donc il faudrait que les free cash flow augmentent de 9,5% par an et que la direction fasse des rachats d'actions à hauteur de 4% par an. Donc si vous pensez que c'est possible, que dans 5 ans on pourra avoir un price to free cash flow à 19, une croissance des free cash flow tous les ans de 9,5% par an en moyenne, et des buybacks à hauteur de 4% par an, alors l'entreprise, à ce prix-là, à 4 500 $, devrait faire à peu près 10% par an. Et si on rajoute le dividende, c'est quasiment 11% par an. Donc c'est pas mal. Si vous voulez faire 13% par an avec cette théorie-là, il faudrait l'acheter en dessous de 4 000 $. Okay, 3 969 $, il faudrait acheter en dessous de 4 000 $. Maintenant, si vous voulez faire 13% par an, il vous faudrait, en l'achetant à 4 500 $, ça voudrait dire que l'action doit progresser d'à peu près 12,5%. Le free cash flow devrait progresser de 12,5% par an en moyenne sur les 5 prochaines années et ensuite avoir un PER un price to free cash flow de 19. Là, ici, avec une telle croissance, donc une croissance supérieure à 2 chiffres, donc je pense que si on met par exemple 11%, c'est une marge de sécurité qui me semble pas mal, mais qu'ici on le passe à 20%, là on est quasiment à 13%. On est quasiment à 13% avec 11% de croissance et un price to free cash flow futur à 20. Donc pour qu'il soit à 19, donc pour qu'on n'ait pas de mouvement sur le price to free cash flow, il nous faut 12,5% de croissance, ce qui est globalement faisable. Les estimations, elles sont à 16% pour les bénéfices par action. Donc pour le free cash flow par action, on pourrait dire que c'est plus ou moins pareil, avec ces moins 4% ici de buybacks. Donc voilà à quoi vous attendre. En dessous, je pense honnêtement qu'en dessous de 4500, ça reste un prix qui est intéressant pour Booking, surtout si vous aimez l'entreprise, si vous trouvez que c'est une entreprise de qualité et si vous estimez que c'est une entreprise qui devrait continuer de grossir. Donc ça nous donne une note de qualité de 78% et une note de valeur aux alentours de 70-75%. Pour conclure cette vidéo, alors première chose, c'est que le PDG est excellent, présent dans l'entreprise depuis les années 2000, excellente allocation du capital, probablement une des meilleures acquisitions jamais réalisées avec Booking.com. Dans plusieurs interviews, il a déclaré que l'objectif était de créer beaucoup de valeur pour les actionnaires, donc les dividendes devraient continuer d'augmenter rapidement et des rachats d'actions devraient continuer de se poursuivre.
Je crois que le moat pourrait devenir large, donc la note de mode de Morningstar pourrait passer à large. Okay, pour le moment, on est en étroit. Je pense qu'il y a des chances qu'elle puisse passer à large. Ils ont également le lancement d'une campagne pour réduire les coûts. Environ 450 millions de dollars devraient être économisés. Donc ça, c'est également pas mal. On va voir s'ils arrivent à le mettre en place. En tant qu'investisseur, nous, notre job, c'est nous devons être attentifs à cette concurrence avec Google Travel. C'est pourrait poser problème, même si stratégiquement Google ne devrait pas détruire Booking. Ils n'ont pas d'intérêt à faire ça, surtout vu le chèque que Booking leur fait tous les ans. Mais c'est quand même quelque chose à garder dans un coin de sa tête. 4 500 $ à l'heure actuelle, ça semble être une valeur relativement juste, avec une certaine marge de sécurité. Maintenant, ça dépend avec quelle marge de sécurité vous êtes à l'aise. Mais moi, je trouve que en prenant sachant que pour battre le marché, il faut faire plus de 10% par an, prenant ces 30%, donc 13% par an au lieu de 10% par an, c'est déjà une belle marge de sécurité. Et en plus de ça, en prenant légèrement moins que ce qui est prévu par les analystes, ça ajoute une sorte de couche dans les marges de sécurité. Ce qui fait que me dire que 4 500 $, ça pourrait être pas mal si vous avez pour objectif de battre le marché. Si vous n'avez pas pour objectif de battre le marché, ça reste toujours très bien. Alors en tant que grand utilisateur de Booking.com, c'est le genre d'entreprise que je pourrais acheter et conserver pour toujours parce que je suis satisfait de leur service. J'ai rarement eu des problèmes avec eux, alors de temps en temps, mais qui n'a jamais eu de problème avec un service qu'il utilise en ligne, on a toujours eu des problèmes. Donc je suis très content de cette entreprise et c'est vraiment le genre d'entreprise que je pourrais acheter et vraiment conserver toute ma vie étant donné que je suis un grand utilisateur de leur service. C'est tout pour cette vidéo. Vous trouverez en lien dans la description différentes ressources qui pourraient vous aider à devenir de meilleurs investisseurs. Si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher un pouce bleu, à vous abonner en activant la petite cloche. Et d'ailleurs, je serais très curieux de vous lire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette entreprise. Est-ce que vous voudriez ajouter Booking à votre watchlist ou même à votre portefeuille? Si oui, à quel prix ça vous semble intéressant? Je serai ravi de vous lire en commentaire. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!